Bonjour et bienvenue dans Kino Solo. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. En direct de Shanghai, je suis votre hôte Jean Weber. Et aujourd'hui, on va parler d'un flic brutal, un flic qui ne respecte pas les règles, qui tire d'abord et pose des questions ensuite. Vous l'avez peut-être deviné, on va parler de l'inspecteur Harry, Dirty Harry, et plus particulièrement du deuxième opus de la série, Magnum Force. Mon préféré est également celui de Clint Eastwood, le héros qui incarne donc l'inspecteur Harry à l'écran. Mais tout d'abord, un petit rappel qui a son importance si vous voulez que le show continue. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. Donc 5 étoiles partout pour aider le show. Au début, 1971, Dirty Harry, l'inspecteur Harry, on va faire un survol rapide de tous les films de la série comme à l'accoutumée, San Francisco, une ville donc qui est mise sur la carte quelques années auparavant par Bullitt avec Steve McQueen qui notoirement refuserait le rôle de Dirty Harry car il ne veut plus jouer des policiers après Bullitt, un petit peu à la manière de, en d'autres temps, George Raft qui ne voulait plus jouer des gangsters et qui laisse la place à Humphrey Bogart. Tout d'un coup, McQueen refuse le rôle. Beaucoup de gens refuseraient le rôle, dont Paul Newman également, qui finit par recommander le jeune Clint Eastwood, qui donc n'a pas fait grand-chose à l'époque. En Amérique, il est devenu une star en Europe avec les western spaghetti de Sergio Leone, la trilogie de L'Homme sans nom en particulier, qui ont été donc des gros succès à travers toute l'Europe. Et tout d'un coup, avec Harry Callahan, l'inspecteur Harry, il va devenir une énorme star en Amérique. Donc bientôt, dans quelques semaines, il y aura une spéciale Dirty Harry sur Kinopod. Mais pour l'heure, parlons plutôt de Magnum Force, donc le deuxième de la série, en 1973. Il serait suivi de près par un film qui s'appelle L'inspecteur ne renonce jamais, en 1976. Il y a une baisse de qualité donc, entre les deux films. On va voir qu'ils auraient du mal à obtenir des films aussi bons que les deux premiers, ce qui est souvent le cas malheureusement dans beaucoup de franchises. Ça se dégrade au fur et à mesure du temps, au gré des films. Mais donc après L'inspecteur ne renonce jamais en 1976, on voit le retour de l'inspecteur Harry, c'est le titre français, en 1983, puis le dernier film de la série en 1988 qui s'appelle La dernière cible. Alors la dernière cible est intéressant parce que dedans on voit les débuts quasiment d'un jeune Jim Carrey. On voit également Liam Neeson avec une musique de Guns N' Roses et une poursuite particulièrement spectaculaire qui rappelle Bullitt, sauf que cette fois-ci on a une petite voiture télécommandée qui poursuit une véritable voiture dans ces rues pentues bien connues de San Francisco. On a vu également les rues de San Francisco, la série télé avec Michael Douglas, puisque Harry et le succès de Harry en salle donnerait naissance à plein de spin-offs et surtout de films qui s'en inspireraient, jusqu'à des films comme Cobra, qui est le Dirty Harry de Stallone, et beaucoup de films donc, dans les années 70 et de séries télévision. Mais revenons... Ah oui, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que Gran Torino a failli être un Dirty Harry, c'est-à-dire ce film qui n'en est pas à l'arrivée, a été conçu au départ comme un des derniers épisodes de Dirty Harry, une espèce de Unforgiven de Dirty Harry, mais finalement ils ont préféré en faire un film qui n'a aucun rapport avec la franchise. Peut-être ont-ils eu raison, nous ne le saurons jamais. Excusez-moi, mais revenons à nos Magnum Force, qui en fait est un film qui est une réponse immédiate au film précédent. En effet, après avoir fait Dirty Harry, qui a donc été un très gros succès en salle, le film, le metteur en scène Don Siegel et surtout Clint Eastwood, la star, sont accusés de fascisme par tous les médias. On verrait même qu'il y a des piquets de grève qui se forment, des émeutes à l'extérieur des cinémas, puisque effectivement ce flic, qui est d'une brutalité inouïe, ne rencontre pas le goût de tout le monde. Et Harry, donc l'inspecteur Harry, cette fois-ci, affronte des fachos encore plus brutaux que lui, en la personne de trois jeunes flics incarnés par David Soul, qui doit le fait de devenir Hutch dans Starsky et Hutch à la suite grâce à ce film. On a également Tim Matheson et Robert Urich qui ferait des belles carrières à la télévision. Donc ce film font d'eux des stars, ou en tous les cas des semi-stars, et leur offre une carrière.
Et tout d'un coup, on a ces trois flics qui sont inspirés, on va voir la genèse du film qui est très intéressante, il y a du beau monde, comme on dit, mais ces trois flics sont un petit peu inspirés par les escadrons de la mort au Brésil, qui étaient ces flics qui étaient payés par des contribuables ou par le gouvernement pour faire le sale boulot, pour aller tuer des criminels qui étaient passés entre les mains de la justice. Donc c'est exactement le sujet de Dirty Harry, avec ces trois jeunes flics qui tout d'un coup décident de faire justice eux-mêmes, de devenir des vigilantes, encore plus effroyables que Dirty Harry, et tout d'un coup faisant de Dirty Harry un personnage beaucoup plus sympathique qu'il ne pouvait l'être dans le premier film, même s'il y garde toute sa violence. On va voir que le film est très très violent. C'est les années 70, on est au sortir de la guerre du Vietnam, au sortir de l'assassinat de Martin Luther King, de bien sûr des frères Kennedy, les deux frères Kennedy. Les crimes de Manson sont quelques années auparavant. D'ailleurs, le personnage de Scorpio dans le premier Dirty Harry est une espèce de hippie illuminé. On verrait que tout ça serait référencé dans l'excellent, le merveilleux Zodiac de David Fincher, donc que je vous recommande bien sûr évidemment aujourd'hui, puisque dedans il est fait référence non seulement à Bullitt, mais au personnage de Harry en la personne de Mark Ruffalo, qui fait le véritable flic qui aurait inspiré ces deux flics. Mais donc, on est dans cette Amérique extrêmement violente. Tout d'un coup, on a un film qui est assez gore pour l'époque, avec du sang, avec beaucoup de violence physique, comme on va le voir, et effectivement, au scénario, des grands noms, puisque John Milius revient, après avoir écrit, rewrité pas mal le premier. Il revient, mais il renierait le film plus tard en disant qu'il est trop violent, justement, en particulier la scène avec le pimp, avec le maquereau, qui verse du liquide pour déboucher les éviers dans la bouche d'une de ses prostituées. Alors lui, dans le script de Milius, normalement, il ne le montrait pas. C'était simplement raconté à la morgue par un des officiers de la morgue. Et Milius regrettait que le film montre cette violence. Et il y a une autre chose que Milius n'aime pas, c'est que Dirty Harry est tout d'un coup une espèce d'aimant à femmes. Il attire toutes les femmes du film qui veulent toutes coucher avec lui, en particulier une jeune japonaise. Et il dit que ça ne correspond pas du tout au personnage de Harry qui a perdu sa femme dans le premier film avec un chauffard ivre qu'il avait tué. Donc Harry était un personnage solitaire qui, en général, n'avait aucun rapport avec aucune femme, sinon quelques prostituées ça et là. Mais donc là, cette fois-ci, cette jeune femme asiatique qui est sa voisine dans le film se jette sur lui. Et en fait, Eastwood, on dirait dans une interview que c'était pour répondre aux lettres de fans japonaises, qui étaient des jeunes femmes qui lui envoyaient un courrier aussi important qu'on peut l'envoyer aux Beatles à l'époque, et qui voulaient toutes coucher avec lui. Donc tout d'un coup, il a cette jeune femme qui lui demande « Qu'est-ce qu'il faut faire pour coucher avec vous, Harry ?» Et il lui répond simplement « Knock on my door ». Frappe à ma porte. Donc c'est assez simple, et on verrait que toutes les femmes du film, effectivement, se jettent sur Harry, un petit peu comme une espèce de James Bond américain, un James Bond qui ne boit pas des martinis, mais mange des hot dogs et des burgers, donc c'est une espèce de constante. Harry, à chaque fois qu'il est d'ailleurs dans un endroit, il y a une espèce de coïncidence qu'on retrouve dans Les Armes Fatales et dans tous ces films, un cliché qui est qu'à chaque fois qu'ils sont dans une épicerie ou en train de manger un burger, il y a un crime qui est commis à 10 mètres d'eux, donc quelle chance qu'ils soient là. Et il y a un autre gros cliché aussi qu'on revoit en particulier dans les films de Brad Pitt, c'est ces héros extrêmement bien bâtis qui passent des heures dans la salle de gym et qui mangent comme qui mangent vraiment des nourritures très caloriques et en fait sans que ça n'ait aucun impact, sudden impact sur leur poids. Donc Harry, cette fois-ci, ne mange plus un hot dog comme dans le premier, où il sortait nonchalamment dans la rue et demandait à ce voyou allongé par terre « Do you feel lucky? Well, do you, punk ?» Et cette fois-ci, il mange un hamburger, tandis qu'il y a un avion qui est détourné et il se fait passer pour un pilote. Une scène d'anthologie qui est formidablement écrite et qui, même si elle n'a aucun rapport avec le reste du film et pourrait tout à fait sauter au montage, reste une scène parfaitement réjouissante. Le film fait 2h05, c'est assez long pour un film de ce genre. C'est le plus long de la série et il rapporterait 45 millions de dollars au box-office, donc un succès encore plus important que le précédent. Alors, comme disait Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le film. On avait Scorpio dans le précédent. Cette fois-ci, ils prennent le contre-pied en ayant ces trois jeunes flics qui ressemblent aux gendres idéaux. C'est des jeunes yuppies américains, ils sont très très bien castés. Et surtout, il y a un truc qui est très moderne, c'est que comme ce sont des motards policiers, des motards de la route, des flics
de la route. Ils ont cette espèce de tenue avec ces casques et ces lunettes noires qui est absolument terrifiante, puisqu'elle serait reprise par exemple par le T-1000 dans Terminator 2 de James Cameron, où on voit Robert Patrick qui a quasiment le même look que David Soul. On verrait également ce look qui est repris dans Maniac Cop, et c'est un peu une déclinaison de ce flic qui s'encadrait dans la vitre de Janet Leigh dans Psychose, et qui était aussi terrifiant avec ses lunettes noires, donc toujours la police qui fait peur. D'ailleurs, le flic est un héros, le héros est un flic, mais aujourd'hui, en ces époques post-Rodney King et post-George Floyd, effectivement, il serait difficile d'imaginer un film comme Dirty Harry. On parle d'un remake de Bullitt avec, je ne sais plus, avec Bradley Cooper, mise en scène par Steven Spielberg, mais chaque année, on annonce toutes sortes de projets attachés à Steven Spielberg, donc attendons, wait and see. Mais c'est vrai qu'en ces époques où on veut enlever les fonds de la police aux États-Unis, qui sont tous une image extrêmement corrompue et négative, il serait difficile d'imaginer un héros comme Harry avec son énorme magnum qui arrive et qui tire dans le tas. Donc c'est un film véritablement de son époque, des années 70, un âge d'or du cinéma et un âge d'or du film policier. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est que le metteur en scène Ted Post, qui avait travaillé avec Clint sur les épisodes de Rawhide, qui est ce western que Clint faisait à la télévision, qu'on voyait chanter par les Blues Brothers, Rollin', 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 keep your horses going, Rawhide. Pardon. Et s'entend très mal avec Clint. Il avait réalisé précédemment un excellent western du nom de Pendelé haut et court. Et on dit que Clint a mis en scène beaucoup du film, en fait, à l'aide de son metteur en scène de deuxième équipe, Buddy Van Horn, qui deviendrait finalement à l'arrivée le metteur en scène des deux derniers Harry, donc le retour de l'inspecteur Harry et la dernière cible, et un bon ami de Clint Eastwood. Ça fait partie de ces metteurs en scène avec lesquels les stars hollywoodiennes aiment bien tourner, comme Jack Lee Thompson avec Charles Bronson, parce que ce sont plutôt des copains avec qui on part en vacances, et qu'ils ne les embêtent pas trop sur le plateau avec leur perfectionnisme. À propos de perfectionnisme, il y a un chef opérateur qui a dit de Clint Eastwood qu'en fait, s'il ne faisait qu'une seule ou deux prises, on sait vraiment notoirement que c'est comme ça que fonctionne Clint Eastwood, bien évidemment encore aujourd'hui, à près de 95 ans, il vient de terminer un film, et il en commence très certainement un autre mardi. Il tourne vite, et c'est ce qu'il fait. C'est comme ça qu'il existe. Il a dit qu'il ne fallait jamais laisser entrer le vieillard, le vieil homme dans sa maison, et c'est pour ça qu'il est si occupé, et qu'il est si actif et merveilleux encore à son âge. Mais donc ce chef opérateur a dit de lui que s'il avait 70% de la scène, il était satisfait. Donc c'est l'anti-Stanley Kubrick, c'est pas le genre à faire 50 prises. D'ailleurs c'est amusant parce que l'acteur Scatman Crothers, qui jouait donc le vieux cuisinier de l'Overlook Hotel dans The Shining, Halloran, dit qu'il est passé directement de The Shining à Bronco Billy, et qu'il est passé donc de 50 prises avec Kubrick, où l'acteur Scatman était en larmes, parce qu'il n'était pas tout jeune, et c'est difficile physiquement pour un acteur, à Clint, avec qui il faisait une ou deux prises simplement, et que c'était comme des vacances pour lui. Mais donc, on a également, c'est intéressant de voir que l'idée originale de ces vigilantes est tirée d'un draft, d'un séquencier qu'avait écrit Terrence Malick, le grand Terrence Malick, donc pour le premier Dirty Harry, et qui avait été rejeté à l'époque par Clint Eastwood au bénéfice donc de Scorpio. Et donc on retrouve des gens comme Cimino, Milius et Malick au générique, ce qui explique pourquoi ce film est exceptionnel et le meilleur de la série. Cimino qui tournerait peu de temps après avec Clint Eastwood, l'extraordinaire Le Canardeur, que je vous recommande visiblement aujourd'hui, une buddy story qui est une espèce de road movie Nouvelle Hollywood avec Jeff Bridges et Clint Eastwood et l'extraordinaire George Kennedy. Alors le film a des formidables seconds rôles, je parle de nouveau tout d'un coup de Magnum Force, avec en particulier Hal Holbrook, qu'on a vu dans Creepshow et toutes sortes de films par la suite. Il dirait que ce film, tout d'un coup, l'a mis sur la carte et lui a donné une carrière, parce qu'avant il faisait des films, comme il le dit lui-même, que personne ne voyait. Et on voit également le retour de Albert Popwell, qui est cet acteur africain-américain merveilleux qui jouait le voyou dans la rue à qui Clint demandait s'il se sentait chanceux au moment où il braquait son fameux magnum dans son visage. Cette fois-ci, c'est lui qui joue le macro, il est terrifiant, et il reviendrait quasiment dans tous les Dirty Harry, sauf le dernier, je crois.
Donc c'est en quelque sorte un petit peu le Charles Gérard de Clint Eastwood. Et il y a également Geoffrey Lewis, qu'on voit beaucoup dans les films de Clint Eastwood, mais qui viendrait par la suite, un peu plus tard, qui est le papa de Juliette Lewis. Alors, comme ça arrive malheureusement à l'époque, on a vu ça avec Orange Mécanique, où il y a des hooligans, des voyous anglais qui se sont mis à porter des chapeaux melons et à brutaliser, à violenter les gens. Eh bien, ce film a notoirement ce qu'on appelle un copycat meurtre, des gens qui imitent ce qu'ils voient sur l'écran, en particulier avec un crime qui a été nommé à l'époque le Hi-Fi Murders, où tout d'un coup des monstres, appelons un chat, se mettent à verser du Drano, qui est ce liquide donc pour déboucher les éviers, dans la bouche de leur victime au moment où ils font un casse dans un magasin de stéréo. Donc c'est navrant. Et ceci dit, je voudrais quand même dire que, comme Skeet Ulrich le dit dans Scream, les films ne créent pas les serial killers, les films rendent simplement les serial killers plus créatifs. C'est mon ami André Bonzel, un des co-réalisateurs de C'est arrivé près de chez vous, qui avait dit également, si à chaque fois que quelqu'un s'embrassait dans un film, il y avait plus d'amour dans le monde, ça se saurait. Donc effectivement, malheureusement, ça les rend plus créatifs, mais ça n'est pas non plus une raison pour supprimer totalement et aseptiser le cinéma et notre société. Alors, un des grands players, un des grands talents de ce film, c'est bien sûr Lalo Schifrin, Groovy Lalo, Groovy, qui revient après Dirty Harry et qui refait une bande-son extraordinairement funk et merveilleuse. Ça donne vraiment son identité musicale et sonore au film et ça le replace dans les années 70, tout en lui donnant tout d'un coup une espèce de personnalité unique, car seul Lalo peut scorer un film comme ça. C'est lui qui avait fait bien sûr le générique de Mission Impossible, ainsi que l'extraordinaire musique d'Opération Dragon. Alors, comme je vous l'ai dit, la suite est meilleure que le précédent. Ça arrive dans l'histoire du cinéma, on voit ça avec Mad Max, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, où tout d'un coup le Mad Max 2 est encore meilleur que le premier. On voit ça avec Evil Dead 2, une fois de plus, ça n'engage que moi, ou Le Parrain numéro 2, ou Toy Story 2, donc toutes sortes de films qui tout d'un coup surpassent l'original, alors qu'en d'autres temps, une suite était quelque chose d'infamant, comme le deuxième Jaws, ou comme certains films, comme les autres, comme les Planètes des singes qui ont suivi l'original de 1968. C'était un petit peu déshonorant de faire une suite, alors qu'on verrait que par la suite, on peut tout à fait s'améliorer et faire des films extraordinaires, et parfois même un troisième film extraordinaire. Ça arrive, comme Toy Story 3, à mon avis, justement. Donc David Soul est très très bien dans le rôle de ce jeune flic qui fait la justice lui-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il il était à l'époque avec Sondra Locke, qui deviendrait la compagne de Clint Eastwood et sa partenaire sur un très grand nombre de films, un petit peu à la manière de Charles Bronson et Jill Ireland. Alors malheureusement, ça se terminerait assez mal entre eux, puisqu'elle écrirait même un livre qui s'appelle The Good, the Bad and the Very Ugly, le bon, la brute et le très truand, qui raconte ses déboires avec Clint Eastwood, son divorce et le fait qu'il ne lui a quasiment rien donné au moment où ils se sont quittés, et que par la suite, elle a été d'une certaine manière un petit peu blacklistée, mise sur la liste noire à Hollywood et a eu du mal à retrouver du travail. Donc on voit que Clint Eastwood est capable d'être également impitoyable. Wink wink. Mais voilà pour notre émission, voilà pour Magnum Force, un film que je vous recommande donc vivement. Et merci donc de m'avoir accompagné dans ce voyage de Frisco des années 70. On se retrouve très vite pour un podcast et une émission sur YouTube grand écran, un kino solo ou un kinopod ou un kino duo en compagnie de mes cinébuddies que je salue au passage. En attendant, n'oubliez pas bien sûr de liker, de partager, de commenter, de follower, de mettre un pouce, de souscrire partout sur YouTube, sur Spotify, SoundCloud, iTunes, partout où vous écoutez et regardez le podcast. Merci et à bientôt. Mon nom est personne, bientôt sur Kino Duo.